Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à la saison 2023-2024 des webinaires Mines-Environnement organisés par l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue, une université qui célèbre d'ailleurs cette année ses 40 ans. Donc, mon nom est Marie-Ève Lacombe, je suis conseillère en communication et j'ai le plaisir encore cette année d'animer les webinaires. Donc, avec cette seconde année de webinaire, l'Institut de recherche en mines et environnement de l'UQAT poursuit son objectif qui est vraiment de favoriser le partage des connaissances et l'accessibilité aux dernières avancées dans le domaine des mines et de l'environnement. Donc, en abordant divers enjeux liés au secteur minier, en présentant de manière concrète les solutions innovantes proposées et les développements scientifiques récents, et en exposant les perspectives de recherche et les projets en développement. Donc, cette série de webinaires sera offerte par des professeurs de l'Institut, à l'exception d'aujourd'hui, je vous présente dans quelques instants notre conférencier. Donc, avant d'aller plus loin, je vous permets quelques consignes et points d'information sur le webinaire. La présentation sera d'une durée d'environ 40 minutes, suivie par une période de questions d'environ 15 minutes. Je vous invite donc à utiliser l'outil questions-réponses situé au bas de votre écran pour poser vos questions. La conférence est enregistrée et sera disponible prochainement sur le site web du webinaire, où vous pouvez d'ailleurs voir les webinaires des années passées. Donc, nous accueillons à l'instant notre conférencier, M. Alex Proto, qui nous fera une présentation qui s'intitule « Impact des racines sur les paramètres hydrogéologiques contrôlant la performance d'une couverture à effet barrière capillaire ». Donc, Alex Proto est docteur en sciences de l'environnement. Il est diplômé de l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue. Ses recherches portent sur l'impact de la végétation sur les paramètres du sol en lien avec la performance des systèmes de recouvrement. Il s'intéresse également à l'impact de la végétation en milieu minier et la restauration de sites miniers. Alors, il est biologiste, titulaire d'une maîtrise de l'Université Laval et d'un doctorat en sciences de l'environnement de l'UQAT. Ses expertises sont la végétalisation et restauration de sites miniers, les systèmes de recouvrement, la modélisation numérique du comportement hydrogéochimique des rejets miniers et le fonctionnement du système sol-plante. Alors, je lui cède maintenant la parole et vous souhaite un bon webinaire. Alors, bonjour. Comme on a dit, aujourd'hui, on va avoir une présentation qui parle de l'impact des racines sur les paramètres hydrogéologiques qui contrôlent la performance d'une couverture à effet de barrière capillaire. On a un plan classique avec une introduction, présentation du projet puis des objectifs du dit projet. Ensuite, les expérimentations qui ont été faites et les résultats. Finalement, on va finir avec une synthèse de l'avancement, puis on va conclure avec quelques petites perspectives d'avenir. Donc, pour introduire, on sait que le principal problème de l'entreposage des résidus miniers, c'est la production de drainage minier acide. Pour qu'il y ait une production de drainage minier acide, il faut qu'il y ait 3 éléments, soit de l'oxygène, du sulfure puis de l'eau. Si un de ces 3 éléments-là est manquant, on est capable de contrôler, donc de limiter la production de drainage minier acide. En Abitibi, ou en climat humide comme celui du Québec, viser à limiter l'eau devient un problème qui est difficile à gérer, donc on va viser à limiter l'entrée d'oxygène dans les résidus. Pour ce faire, il y a plusieurs technologies, donc le système de recouvrement, dont les couvertures à effet de barrière capillaire, qui vont être la spécificité de cette présentation. Puis, la performance d'une CEBC, c'est basé sur sa capacité à limiter le flux d'oxygène. Donc, comme je mentionnais, la CEBC, c'est sur le pilier oxygène qu'elle va agir. Donc, c'est quoi une CEBC? Une CEBC, c'est une couverture multicouche. Donc, on a différents matériaux qui vont être empilés les uns sur les autres, qui vont avoir différents paramètres. Généralement, on va avoir 3 couches. Donc, sur le dessus, une couche de protection qui va être avec un matériel qui va être plus grossier, comme un sable gravier. Ensuite, on va avoir une couche de rétention en eau qui va servir à maintenir un haut, qui va, au fond, maintenir un haut degré de saturation, ce qui va limiter le transfert d'oxygène. Et finalement, en dessous, une couche de bris capillaire qui va être un matériel grossier, comme du sable, qui va créer cet effet de barrière capillaire-là en collaboration avec la couche la couche de rétention d'humidité. Donc, pourquoi ça fonctionne? Comment ça fonctionne, ce concept-là, au fond? C'est dû au principe de bris capillaire qui est dû aux différents paramètres des couches. Donc, si on imagine la CEBC qui serait saturée en eau, on peut facilement voir que le sable va se vider de son eau plus rapidement
que le silt, donc le matériau qui est plus fin. À ce moment-là, on va arriver à donc si on regarde sur le graphique ici, on va arriver à une succion résiduelle qui va faire en sorte qu'une fois que toute notre eau de notre sable va être partie, et à ce degré de succion-là, on va avoir une conductivité hydraulique qui va être bien inférieure à ce qu'elle était au début. À ce moment-là, le sable, le silt, lui, est encore assez saturé en eau. Et cette eau-là, comme la couche inférieure a une conductivité qui est très basse, va être emprisonnée et donc ne pourra pas s'écouler. Et c'est comme ça que la couche de rétention maintient un degré de saturation en eau élevé et donc empêche l'oxygène de passer. Tout ça, c'est bien beau, mais avec le temps, il va y avoir des plantes qui vont coloniser les différents systèmes de recouvrement. Les CEBC ne sont pas exclus, et les plantes peuvent avoir des impacts sur les différents paramètres. Donc, premièrement, ce qu'on va focusser aujourd'hui, ça va être le degré de saturation ou principalement les paramètres hydrogéologiques, donc vraiment ce qui est relié à l'eau. Puisque les racines vont consommer de l'eau, ça pourrait entraîner une désaturation. Puis si on a une désaturation, peut-être qu'il pourrait avoir une migration de l'oxygène et donc création de drainage mini-acide. Donc, on peut voir c'est quoi l'impact que cette végétation-là pourrait avoir sur la performance de notre recouvrement. On a aussi une consommation d'oxygène. Donc, les racines, on sait que les plantes en général vont produire de l'oxygène, mais les racines des plantes consomment de l'oxygène. Alors, ça aussi, c'est un autre concept. On se dit, est-ce que ça pourrait être positif? Bon, donc, les projets sur lesquels j'ai travaillé visaient principalement à adresser ces deux problèmes-là. Aujourd'hui, on va focuser principalement sur l'eau. Donc, on va présenter le projet et les objectifs. C'est un projet qui est défini en différentes étapes. On va aujourd'hui parler principalement, comme je disais, de l'eau. C'est un projet qui s'est fait sur la CEBC de Lorraine, qui se trouve au Témiscamingue, à peu près 100 km au sud de Rouyn-Noranda, dans le domaine du sapin-baumier, bouleau jaune, donc une forêt boréale mixte, un peu plus de feuillus que ce qu'on a, mettons, ici à Rouyn. Aujourd'hui, le site est retourné à un état qui est semi-naturel. On voit la végétation sur la photo ici en bas à gauche. Ça, c'est en 2016, par exemple. Donc, on peut imaginer qu'aujourd'hui, on a encore plus de végétation. Donc, est-ce que cette végétation-là va avoir un impact sur notre performance? C'est ce qu'on se demande. La CEBC de Lorraine est composée d'une couche de protection qui est faite de sable et de gravier de 30 cm. On a une couche de rétention de 50 cm qui est faite en silt. Puis finalement, on a une couche de briques capillaires qui est faite en sable de près de 30 cm. Donc, très composition classique de CEBC. Les principaux objectifs, donc, de ce volet du projet étaient de mesurer la colonisation racinaire, donc en tant que tel, nos paramètres racinaires, de les extraire, de mesurer les propriétés hydrogéologiques de la couche de rétention en eau, dont la conductivité hydraulique et la courbe de rétention en eau, puis finalement d'analyser les impacts de la présence de racines sur ces paramètres-là. Donc, les expérimentations qui ont été faites. Premièrement, on va faire un survol de la méthodologie générale parce que, comme on inclut du vivant dans nos expérimentations, c'est important, il y a certaines spécificités à respecter. Premièrement, bon, on a un échantillonnage à faire sur le terrain. Ce qui est important, c'est que les échantillons ne soient pas remaniés parce qu'on veut que les racines restent dans leur orientation et comment ils sont positionnés dans le sol. Donc, on ne peut pas simplement prendre des échantillons de sol pour les reconstituer en laboratoire. Il faut les prendre intacts. Ensuite, on doit préparer les échantillons pour les transférer. Donc, nous, on voulait faire des essais en cellule triaxiale pour aller chercher notre conductivité hydraulique saturée. Cette préparation-là, encore une fois, c'est important de ne pas modifier notre échantillon, donc la prendre au complet pour le transférer dans l'instrument pour ensuite prendre nos mesures. Par la suite, on a utilisé ces échantillons-là pour faire des essais en cellule TEM, pour avoir nos courbes de rétention en eau. Ce qui est intéressant ici, c'est qu'au fond, quand les échantillons sortent de notre cellule triaxiale, ils sont saturés en eau. Donc, on est prêt pour les transférer dans une cellule TEM pour faire nos essais, parce que les cellules TEM doivent avoir des échantillons saturés. Donc, c'est une étape qui nous permet d'avoir nos échantillons saturés et de tout de suite commencer. Puis finalement, on récolte nos échantillons et on va les sécher, les préparer pour extraire les racines, les analyser, puis avec notre sol, notre matériel, aller chercher notre granulométrie, puis notre distribution de granulométrique, notre porosité, puis nos autres paramètres qui vont nous être utiles. Ici, j'apporte votre attention rapidement sur le fait qu'au fond, on a
nos échantillons vont suivre un circuit. Donc, on a des expérimentations en série. Parce qu'on veut effectivement avoir la même échantillon avec nos racines qui vont être intactes. Puis ça, c'est une particularité de travailler avec les racines. C'est que si on voudrait faire juste des cellules temp, il faudrait trouver une manière de les saturer avant. Donc, ça serait une autre problématique. Si on voudrait juste faire des conductivités hydrauliques saturées, c'est des choses qui sont intéressantes, mais c'est plus intéressant d'avoir le profil hydrogéologique complet de notre échantillon. Mais ça fait en sorte que si on a un problème à une des étapes, mais on perd cet échantillon-là, on ne pourra pas c'est terminé pour les autres échantillons. Donc, on peut commencer avec beaucoup d'échantillons, finir avec très peu de résultats, parce que si on a un problème, bien, on la perd pour la série au complet. Donc, c'est important de prendre plus d'échantillons quand on travaille avec des choses vivantes comme ça. Donc, notre échantillonnage. Donc, comme je parlais, on a nos différentes couches. Premièrement, on devait sélectionner une placette avec la végétation qui nous intéressait. On a enlevé notre végétation, on l'a mesurée. Ensuite, on a enlevé notre couche de protection. Et c'est dans la couche de rétention en eau qu'on prenait nos échantillons. Les échantillons qu'on a pris pour ce volet-là on en a pris 5 sous des peupliers, 4 en surface et une en profondeur. Ensuite, on avait un échantillon sous un saule. On avait aussi 2 échantillons sous des herbacées, donc un en surface et un en profondeur. Et finalement, un échantillon qu'on a appelé blank, qui était avec du matériel qu'on avait fait des essais de matière organique. Donc, on n'avait pas brûlé, et puis on a reconstitué un échantillon. Donc, il n'y avait aucune matière organique, aucune racine dans celle-là qui allait nous servir au fond de référent. Donc, en tout, on avait 9 échantillons qui étaient prêts à faire pour faire nos essais. Ensuite, pour les essais en cellules triaxiales, alors, comme je disais tantôt, c'est pour trouver notre conductivité hydraulique saturée. La conductivité hydraulique saturée va nous aider à faire d'autres analyses. Puis, au fond, comment fonctionne cet essai-là? C'est qu'on va poser une charge constante sur notre échantillon. Donc, on a une charge hydraulique d'eau en haut et en bas. Et on va avoir un flux constant d'eau qui va passer à travers. Ce flux constant d'eau-là, c'est ça qui va nous servir à représenter la conductivité hydraulique saturée. Dans ici le graphique qui est en haut à droite, on voit la ligne qui a l'air d'être comme de shaker un petit peu. C'est au fond le différentiel d'eau qui rentre par rapport à l'eau qui sort. Donc, c'est pour ça qu'au début, on a comme un dip, puis éventuellement, elle vient qu'à se stabiliser. Parce qu'on veut que toute l'eau qui rentre sorte pour être certain que notre échantillon est saturé en eau. Donc, c'est à peu près comme ça qu'on fait pour savoir, il y a d'autres paramètres qui rentrent en ligne de compte, mais ça, c'est un indicateur. Puis ensuite, une fois qu'on est stabilisé, on va prendre la pente de notre eau, donc la vitesse à laquelle notre eau entre dans le système. Puis, on va utiliser notre air, puis notre hauteur d'échantillon avec notre différentiel de pression pour être capable de calculer notre conductivité hydraulique saturée. Il y a d'autres outils qui peuvent être utilisés. Celui-là, la cellule triaxiale, est une des perméamètres à parois flexibles, un peu plus complexe. On utilise des choses qui sont de puits. On a des nouveaux systèmes qu'on peut en faire plus en même temps puis qui sont plus adaptables. Donc, justement, en raison de différentes choses, mais quand on a des racines comme ça, cet instrument-là est très utile pour saturer notre échantillon et avoir déjà une donnée sur notre conductivité. Et donc, on l'utilise beaucoup. C'est très intéressant. Oui, si on prenait juste les paramètres, donc si on prenait juste notre sol, au fond, on serait capable de calculer une conductivité hydraulique, mais ça serait une conductivité hydraulique saturée, mais ça serait une conductivité hydraulique saturée attendue, donc théorique. Ensuite, de le mesurer, c'est intéressant de voir la comparaison. Ici, dans les résultats pour ce projet-là, je ne l'ai pas mis, là, mais au fond, les résultats attendus puis mesurés, même avec les racines ou non, sont similaires. On reste tout le temps dans près une demi-ordre de grandeur. Fait que ça veut dire que les formules qu'on utilise pour mesurer théoriquement s'appliquent aussi, même s'il y a un peu de colonisation racinaire. Ça, c'est bien, mais c'est important quand même d'aller un peu plus profondément pour être certain. Donc, ensuite, les cellules temp. Donc, comme je disais, on commence avec des échantillons qui sont saturés. Ils sortent de notre cellule triaxiale, ils sont saturés en eau. On les transfère, on fait des sous-échantillons, 2 par échantillon, qu'on va ensuite installer puis on va leur faire subir différents paliers de pression.
donc différents paliers de pression qui vont être appliqués aux échantillons pour obtenir notre courbe de rétention en eau. La courbe de rétention en eau, c'est au fond à différents paliers de pression combien d'eau va rester à l'intérieur de notre échantillon. Donc, à quel point est capable de garder son eau, dépendamment de la pression qui est appliquée dessus. Ça va nous indiquer au fond comment ce matériel-là va se comporter sur le terrain. À partir de la courbe de rétention en eau, il y a plein de paramètres qu'on peut sortir, dont la pression d'entrée d'air, le taux, le degré de saturation résiduelle, le taux de désorption maximum, qui est au fond la pente de notre courbe de rétention. C'est tous des paramètres qui, après ça, vont nous aider à mieux comprendre comment va se comporter le sol dans une situation pratique. Ensuite, analyse des racines et du sol. Donc, une fois qu'on a tout fait ça, là, c'est très important de garder tous nos échantillons parce qu'on doit ensuite extraire nos racines. Premièrement, on va les faire sécher. C'est là qu'on va pouvoir mesurer notre porosité. Une autre complexité qu'on pourrait dire, c'est qu'on a, pour la porosité, je vais revenir dans 2 secondes. Donc, gardez en tête que pour la porosité, on a une petite particularité. Donc, on va les faire sécher pour avoir notre différence de volume avec l'eau ou sans eau. Ensuite, je vais juste... C'est pas la bonne image, c'est pas grave. Donc, une fois qu'on a fait sécher, on va pouvoir, après ça, les séparer avec un tamis. On utilise de l'eau et puis un tamis pour séparer les racines et le sol. Le sol va être envoyé dans un granulomètre, pour mesurer notre distribution granulométrique. On va aussi pouvoir mesurer la densité relative. Et donc, je vais utiliser ce moment-là pour parler de la spécificité avec notre porosité. Avec la densité relative, qui est un paramètre de à quel point notre sol est lourd, on va pouvoir trouver notre porosité de notre sol. Sauf que cette mesure-là est faite sans racines, parce qu'on va prendre un sous-échantillon qui va comporter seulement du sol, et donc on veut trouver une autre manière de calculer notre porosité pour être certain qu'on a la bonne, que les racines n'ont pas modifié notre porosité. Et donc, en suivant notre volume d'eau qu'on a à saturation, jusqu'à la fin une fois séché, c'est une deuxième méthode de calculer notre porosité. Le problème ici, c'est que à la seconde où on a un petit peu qu'on n'était pas à 100% saturé, ou que l'échantillon a séché entre-temps, ou que notre mesure était... on a de l'incertitude qui arrive. Donc, dans les deux méthodes, on a certaines lacunes, mais au fond, on fait le mieux qu'on peut, puis on fusionne les deux. C'est des choses, des difficultés qu'on a quand on travaille avec du matériel vivant dans les sols. C'est très fréquent. Puis ensuite, finalement, déterminer les paramètres des racines. Donc, on voit ici ce qui a été capable de loader. On a un scanner, donc on va numériser nos racines. Puis, les images qui sont produites vont être analysées avec un logiciel qui s'appelle WinRISO, qui va nous sortir différents paramètres par rapport aux longueurs, diamètres de toutes nos racines. Et on va utiliser beaucoup, dans cette présentation, le RLD, donc le Root Length Density, qui est comme une concentration de racines. Donc, on a la longueur de racine sur le volume de sol. Donc, plus on a un RLD élevé, plus qu'on a de racines. C'est assez simple. On a ici, au fond, un exemple des images qui pourraient être produites, une fois scannées, puis qui vont être analysées. OK. Donc, nos résultats. Premièrement, on travaille avec, comme je dis, du vivant très variable. Okay? Pour ces échantillons-là qu'on a réussi à analyser, on voit qu'on avait un erreur type qui était d'à peu près 1300, donc ici. Donc, plus gros que la moyenne de nos échantillons. Ce qui veut dire qu'on a une très grande variabilité, mais on s'y attend, c'est normal. Quand on travaille avec des choses comme ça, ça arrive fréquemment. Ensuite, notre colonisation était faible en profondeur. On s'attendait aussi à ça, de se dire, bon, on est à 25 cm sous notre couche de protection, on est loin de la végétation, il devrait avoir moins de racines, c'est ce qu'on a observé, j'étais satisfait. Puis, on a aussi le H1 ici, donc qui était sous des herbacées. Comme les herbacées n'ont pas des racines profondes, comme on n'a pas d'arbustes ou d'arbres, on n'a pas d'espèces ligneuses, on s'attendait à ce qu'on ait une colonisation qui allait être inférieure à ce que les autres allaient présenter. Fait que ça fonctionne bien ici aussi. Ensuite, on a donc séparé nos individus, nos échantillons en deux catégories.
une pour la colonisation normale, puis une avec faible colonisation pour nous aider après ça à bien analyser nos résultats. Puis, finalement, on a ajouté ou on a sorti un autre paramètre qui s'appelle le Coarser Root Length Density. Puis ce paramètre-là a été intéressant pour ce projet-là et d'autres projets par la suite. Au fond, la densité de longueur racinaire est un indicateur assez général. Donc, toutes les racines sont prises en considération. Le Coarser Root Length Density, on a décidé de prendre seulement les racines qui avaient un diamètre qui était supérieur à 0,5 mm. Donc, on garde seulement les racines un peu plus grossières. Tout ce qui est cheveux racinaires, tout ce qui est poils racinaires très, très fins, on l'enlève. Ça nous donne une lecture qui va peut-être plus parler. Parce qu'on imagine que les racines plus grossières vont avoir des impacts plus gros sur les sols. Et donc, c'est pour ça que ce paramètre-là est ressorti et nous a été utile par la suite pour essayer d'expliquer certains comportements. Donc, pour ce qui est des résultats comme tels, si on parle de la conductivité hydraulique saturée, on a une corrélation entre notre cassette et nos paramètres qui sont mesurés. Donc, avec la densité de volume, qui est un autre paramètre qui est au fond la même chose que la densité de longueur, mais au lieu de la longueur, on va prendre un volume. Et aussi avec la densité de longueur racinaire, mais encore une fois, le CARLD, donc le Coarser Root Length Density, on a une bonne corrélation avec un R carré de 0,9. Si on prend toutes les racines, on tombe à 0,5. Fait qu'ici, c'est important de voir que ce n'est pas simplement parce qu'il y a plus de racines qui va avoir plus d'impact. C'est important de comprendre qu'il y a certaines grosseurs de racines qui vont être plus impactantes que d'autres. Donc, on ne peut pas prendre les racines comme étant juste un paramètre qui va être plus ou moins grand. Donc, on a certaines définitions à faire dans ce paramètre-là. Si on vient maintenant au vif du sujet, qui est les courbes de rétention en eau. Donc, comme je disais, courbes de rétention en eau, ça nous donne beaucoup d'informations. Si on les décortique, au début, on avait le blank, puis on avait le initial. Le initial, au fond, il vient de travaux qui ont été faits lors de la mise en place de la CEBC. Donc, il y avait des relevés qui avaient été faits, il y avait des échantillonnages qui avaient été faits, et donc, c'est ça la courbe de rétention qui était attendue sur le site. Donc, 17 ans plus tard, quand nous, on a pris nos échantillons, puis qu'on a fait un blank avec juste le matériel, qui n'a aucune matière organique, on a une courbe qui est similaire. Peut-être un petit peu à côté, mais on était satisfait de voir que, bon, le matériel, c'est effectivement ce qui nous donnait. Tout va bien ici. Si on rajoute un petit peu de végétation, on a donc l'échantillon H1, on voit que notre courbe s'est déplacée légèrement vers la gauche. Ce que ça veut dire, c'est que notre pression d'entrée d'air, le moment auquel l'eau va commencer à rentrer, à quitter notre couche, est plus bas. Donc, notre eau a plus tendance à quitter notre sol lorsque le sol est colonisé. Donc, ça, ça veut dire que la conductivité du sol est augmentée. On a plus de chances de perdre notre eau, puisque de ce qu'on voit, de ce que nos résultats nous montrent. Si on augmente encore la colonisation, on arrive avec, encore une fois, si on regarde le haut de notre courbe, on voit qu'on a encore un déplacement par la gauche. Donc, encore une fois, notre pression d'entrée d'air, qui va être dans ces coins ici, est plus basse. Donc, l'eau rentre encore plus vite. Mais, quelque chose qui a changé, on voit que la pente de notre courbe s'est aplanie. Donc, est moins intense qu'elle était avant. Ça veut dire, au fond, que pour les mêmes paliers de pression, il y a moins d'eau qui est perdue à chaque fois. Donc, ça prend plus de temps avant de vider la couche complètement, de désaturer, mais elle commence à se vider plus tôt. Donc, les racines ont l'air d'avoir un impact qui serait de limiter la perte d'eau, mais de commencer la perte d'eau plus tôt. Donc, c'est des résultats qui sont un peu, pas opposés, mais un peu. Ensuite, si on augmente encore la colonisation, bon, ben, on a le même effet. Bon, c'est notre courbe orange qui est la dernière, est encore le plus à gauche, puis est encore une fois plus aplatie. Donc, c'est toutes des choses qui nous montrent que les racines n'ont pas un effet très défini ou très
unique. On a différents paramètres qui ont différents impacts sur notre courbe de rétention. Donc, on pensait avoir une réponse plus facile de dire oui, il y a une augmentation de la performance ou non, il n'y a pas de... Oui, on a une perte de performance ou non, on n'a pas de perte de performance, mais on voit que c'est plus compliqué. Ensuite, si on parle des points que j'ai mentionnés plus tôt, donc l'AEV, qui est la pression d'entrée d'air, et en dessous, on a le maximum desorption rate, qui est le taux de désorption maximal. On voit que si on a plus de racines, il semble avoir une diminution. Donc, on ne veut pas s'avancer pour dire qu'on a une corrélation, mais on voit qu'il semble bien avoir quelque chose qui se passe avec la quantité de racines. Si on regarde en haut, notre pression d'entrée d'air, on voit très bien qu'on a une diminution. Ça pourrait, comme je disais, ça pourrait nous indiquer qu'on a une perte d'eau qui est plus rapide. Même chose ici, à vrai dire, l'inverse ici, avec notre taux d'absorption qui vient qu'à diminuer avec l'augmentation en racines, qui voudrait dire qu'on a une perte d'eau qui ralentit si on a plus de racines. Donc, c'est des choses qui sont un peu paradoxales, mais qui en même temps, pourraient être dues aux différentes grosseurs de racines. OK. Synthèse. Donc, les effets des racines sur les paramètres hydrogéologiques. Ça a déjà été démontré que la présence de racines augmente la conductivité hydraulique. Donc, c'est nous aussi, c'est ce qu'on a vu. Nos résultats expriment la même tendance à travers la relation positive entre CRLD et COSAT, puis la relation négative entre ARLD puis la pression d'entrée d'air. Donc, c'est deux choses qu'on vient de voir, ce qu'on a observé nous aussi. Mais il y a aussi beaucoup de travaux qui démontrent que la présence de racines diminue la conductivité hydraulique. Et nos résultats, encore une fois, semblent montrer les mêmes choses avec notre relation négative entre le RLD et le taux de désorption maximum. La raison de double effet-là serait principalement reliée au degré de décomposition des racines et à leur taille. Donc ça, c'est hyper important, où est-ce que essayer d'agglomérer toutes nos valeurs de racines et puis les définir que par un paramètre, c'est pas assez pour expliquer les relations, les impacts que ça peut avoir sur le sol. Une des choses qui est intéressante en termes de porosité, les racines vont emmener une hétérogénéité de la porosité, de la distribution de porosité. Donc, un sol qui va être complètement homogène en termes de porosité, donc en distribution des pores, un sol très, très homogène en termes de granulométrie aussi, va avoir des pores qui vont être très similaires, de grosseur très similaire. Mais les racines, donc les plantes, en colonisant le sol, vont éventuellement laisser des gros pores où est-ce que les racines vont croître puis après ça mourir, et vont venir bloquer les petits pores avec les poils racinaires. Donc, on a une espèce d'hétérogénéisation de la porosité. Donc, on a un étalement du type de pore. C'est ça qu'on voit beaucoup dans notre courbe de rétention en eau, où est-ce que c'est pas quelque chose qui est très clear-cut, excusez mon anglais, mais qui est pas clair. Donc, on a des différents impacts dépendamment des différents paramètres des racines. Alors, si on va faire une petite conclusion, donc si on récapitule pour ce volet-là du projet. La cassette et la colonisation racinaire sont corrélées positivement. L'AEV diminue en même temps que la colonisation racinaire augmente. Puis le taux de désorption maximum diminue lorsque la colonisation racinaire augmente. Ça, c'est des choses qui ont été démontrées dans ce projet-là. Mais ce projet-là a été très novateur. Il n'y avait pas beaucoup de recherches qui a été faites directement sur l'impact des racines sur les paramètres hydrogéologiques. Il y en avait, mais dans des contextes qui n'étaient pas nécessairement avec l'idée de performance d'un recouvrement. Donc, on a eu beaucoup de choses à faire qui étaient un peu débroussailler le terrain pour trouver qu'est-ce qui se faisait puis qu'est-ce qui ne se faisait pas. On s'imaginait, puis on avait une bonne idée de où est-ce qu'on s'en allait, mais ces différents effets antagonistes que les racines peuvent avoir, c'était quelque chose qui, on pensait pouvoir peut-être avoir une idée plus claire, mais qui nous a plutôt amené d'autres questions.
Après ça, à savoir, bien, on va aller tout de suite, justement, les autres questions, on va poursuivre sur la conclusion. Donc, il semble que les racines modifient les propriétés des 10 premiers centimètres. Pourquoi je mentionne les 10 premiers centimètres? Comme on a dit, on a pris des échantillons à 25 cm du sol. Il n'y avait pas beaucoup de colonisation. Dans nos autres expérimentations sur ce site-là, la végétation ne semblait pas aller plus loin que les 10 premiers centimètres de la couche de rétention. Donc, ça nous fait nous dire qu'au fond, la performance ne devrait pas être trop impactée de la CEBC en tant que telle, mais dans un autre projet, de continuer à garder en tête que les 10 premiers centimètres vont être colonisés ou il y a des bonnes chances qu'ils soient colonisés, puis qu'il faut prendre ça en considération lorsqu'on design une couverture. Cette végétation-là, qui va venir coloniser soit par elle-même ou soit qui va être aidée par nous, doit être prise en considération, même pas simplement en termes de revégétalisation, mais aussi en termes d'impact qu'il pourrait avoir sur la performance si on a une couverture pour gérer nos résidus. Cet effet sur la performance-là, au fond, pour essayer d'aller plus creux, ce qui serait intéressant de faire, ce serait des essais de consommation d'oxygène. Donc, savoir exactement est-ce que l'oxygène est capable de traverser notre couche plus ou moins qu'avant. Et aussi, est-ce que le vieillissement de la population végétale, donc tantôt je mentionnais le taux de décomposition, à quel point une végétation va être avancée ou non, on va avoir différents impacts sur les racines, parce qu'au fond, les racines, quand ils sont en train de coloniser un sol, ils n'ont pas un chemin prévu. Ils avancent un peu, puis si à un endroit, ce n'est pas intéressant, bien, ils vont juste laisser tomber les poils racinaires, puis ils vont les laisser mourir, puis ils vont croître vers un autre endroit. Tu sais. C'est pas réfléchi comme ça, mais c'est ce qui se passe. Donc, on va avoir des endroits où est-ce qu'on va avoir beaucoup de racines qui seront plus là, qui étaient là pendant quelques temps, qui sont disparues, et donc vont laisser des pores. Donc, est-ce qu'une dimension temporelle de 17 ans, c'est assez long? Et parce que aussi, à prendre en considération, sur ce site-là, il y a eu des efforts de limitation de la végétation. Donc, il y a des arbres qui ont été enlevés, il y a des arbustes qui ont été coupés. Donc, ça serait quelque chose qui serait intéressant aussi à observer. Est-ce que vraiment à 17 ans? Puis, nos taux de colonisation étaient faibles. On parlait d'à peu près 2000 mètres par mètre cube. Donc, on peut imaginer 2000 mètres par mètre cube, ça veut dire 2 km de racines par mètre cube. Mais 2 km de racines dans un mètre cube de sol, c'est pas beaucoup. On a des colonisations bien supérieures. Donc, c'est toutes des choses à prendre en considération, c'est-à-dire, est-ce qu'il n'y aurait pas moyen de faire d'autres expérimentations pour être sûr que c'était bien représentatif? Premièrement, les essais de consommation d'oxygène, ça a été fait. On a fait dans le même projet, dans le même volet. On peut voir l'article, il y a un article qui a été publié là-dessus. Puis la performance a l'air d'être maintenue. Il semble que l'oxygène peut-être va être un peu consommé par les racines pendant, mais là, on avait d'autres limitations parce qu'au fond, les racines étaient mortes quand on faisait nos choses. On essayait de le faire vite. Les racines peuvent survivre même si l'arbre a été coupé, mais donc, il y a d'autres choses en considération. Mais on semblerait que la performance est maintenue. Donc, pour ça, ce n'est pas un problème. On a, encore une fois, il faut se rappeler, on a 50 cm de couche de rétention, donc 10 cm colonisés. Il nous reste 40 cm intacts. On est correct avec ça. Pour ce qui est du vieillissement de la population, et donc d'avoir des colonisations plus importantes, on a fait d'autres travaux qui n'ont pas été faits nécessairement sur la CEBC de Lorraine, mais cet effet antagoniste-là, dépendamment de la grosseur de racines, est-ce que c'est une colonisation qui est majoritairement des racines grossières ou majoritairement des racines fines? C'est ça, au fond, qui est venu nous donner d'autres indices à ce que l'impact des racines pourrait vraiment avoir sur un système de recouvrement. Donc, en ce moment, il y a d'autres recherches qui sont faites par l'IRM-LUCAT sur ces impacts-là que les racines pourraient avoir et de bien comprendre comment on va être capable d'inclure la végétation dans notre développement puis dans notre design de système de recouvrement pour permettre une gestion des résidus qui va être le plus adaptée et puis le mieux pour le futur. Fait que, voilà, merci beaucoup. Puis j'espère que vous avez apprécié la présentation. Merci beaucoup, M. Proto. Donc, je ne l'avais pas mentionné au début du webinaire, mais je vous annonce que M. Proto est le lauréat du prix du meilleur article scientifique pour l'IRM-UQAD Polytechnique en restauration minière. Alors, félicitations. Bravo. Sujet très intéressant.
Donc, nous allons effectivement passer à la période de questions. Alors, je vous rappelle que vous pouvez utiliser l'outil questions-réponses pour poser vos questions. Monsieur Proto est là pour ça. Donc, une première question. Votre étude évalue-t-elle l'effet des racines vivantes, des racines mortes ou des deux sur les performances de la CEBC, qui, je vous le rappelle, est la couverture à effet barrière capillaire? Donc, les essais qu'on a faits pour la CEBC à Lorraine ne prenaient pas nécessairement en considération parce qu'on n'avait pas encore l'idée que ça allait être quelque chose qui allait être important à prendre en considération. Et comme on avait beaucoup de choses à faire, on s'est dit, bon, on va focusser sur certaines choses. Okay. On n'avait pas nécessairement la différence vivant et morte. Sauf que c'est effectivement un point qui est ressorti à dire, ça serait intéressant de voir. Parce que comme je mentionnais tantôt, une fois que les racines ne servent plus à la plante, généralement, la plante va s'en débarrasser. Donc ça, on peut imaginer une racine qui pousse dans le sol, qui éventuellement est laissée à elle-même, mais qui va bien qu'à mourir, bien, le vide qui est laissé là pourrait créer un chemin préférentiel. Et donc, pour l'écoulement, le drainage, ça serait intéressant à voir. Il y a des travaux qui ont été faits là-dessus. Il y a différentes choses, encore une fois, pas dans les mêmes optiques que nous, on l'imagine. Mais ce ratio-là de vivant sur mort serait aussi un paramètre important à inclure parce que, justement, savoir est-ce qu'on veut avoir une végétation qui va... en anglais, c'est turnover. Je ne sais pas c'est quoi en français, mais c'est, au fond, les nouvelles racines par rapport aux anciennes racines ils vont switcher, puis, au fond, les anciennes racines qui vont mourir. Donc, ce taux-là, on a des espèces qui vont avoir des turnovers plus rapides que d'autres. Donc, est-ce que ça serait plus intéressant d'avoir de la végétation pour revégétaliser, ou est-ce qu'on a un turnover faible, ou ça serait mieux d'avoir un turnover élevé, comme ça on sait où est-ce qu'on s'en va? C'est des choses qu'on aimerait effectivement avancer. Puis, voilà. Donc, j'en comprends que ça va prendre une phase 2. Oui, phase 3, 4, là, je pense qu'on a déjà, oui. Super, merci. Donc, une autre question. Comment la décomposition des racines, notamment celles ayant un diamètre supérieur à 0,5 mm, va-t-elle impacter les performances de la CEBC? C'est sûr que là, quand on parle de performance, c'est plus difficile à inclure nos différentes variabilités. Une chose qui est importante, qui est intéressant, par exemple, avec cette question-là, c'est le point du 0,5 mm. Dans une phase 2, qu'on a déjà des projets qui ont été faits par la suite, j'ai apporté, est-ce que je l'ai ici, période de questions, voilà. Donc, les différents impacts que différentes tailles de racines. Ça, c'est quelque chose qui est sorti, vraiment intéressante. Si on part ici avec nos points bleus. Les points bleus qu'on a ici en haut à gauche, maintenant, je vais prendre le graphique avec le RLD. Donc, ici, on a notre RLD. Ici, on a nos points bleus. Bon, bien, les points bleus, ça serait les mêmes points ou très similaires aux points que je viens de présenter. Donc, on voit, quand on a une augmentation du RLD, on a une diminution. Notre NVG, là, c'est un paramètre de la formule c'est un paramètre qui est similaire à la pente. Donc, tantôt je parlais, notre desorption rate diminue avec l'augmentation du RLD. Fait qu'ici, on a nos points bleus, on voit c'est à peu près la même chose. Donc, on pourrait se dire, bon, parfait, plus on a un RLD, notre desorption rate diminue. On l'a fait avec plusieurs échantillons, et donc des échantillons qu'on avait des RLD bien supérieurs à 5-6 000 mètres par mètre cube. Donc, on n'est pas encore dans des choses incroyables, mais on est plus élevé. Puis là, nos points commençaient à raconter une autre histoire. C'est là qu'on se demandait, bon, mais finalement, on ne peut pas juste dire, plus qu'on a de RLD, plus notre taux de desorption va diminuer. Puis en cherchant, on s'est rendu compte que non seulement, si on sépare nos colonisations en colonisation faible et colonisation forte, donc en bas, en dessous ou en dessus ou au-dessus de 0. Bien là, c'est 1000 mètres par mètre cube, on voit qu'on a des tendances différentes. Donc, pour les trois paramètres, donc RVD, RLD et notre RSD, qui est la surface. Donc, RVD, Root Volume Density, RLD, Length, RSD, Surface. On a la même tendance. Ou est-ce que pour une faible colonisation, effectivement, si on a plus de racines, on a une diminution de notre pente. Donc, c'est bien. Mais quand on commence à augmenter notre colonisation, bien, on a un retour à l'original. Quand on parlait tantôt des courbes de rétention qui devenaient de plus en plus aplaties, on a l'impression qu'ils commencent à revenir droite. Donc, non seulement ils se déplacent, donc on a une entrée d'air qui est plus rapide, qui pourrait avoir une conductivité plus élevée, mais en plus, notre pente commence aussi à s'augmenter.
que là, la question, c'est à savoir, est-ce qu'il y a une limite à ça? Est-ce qu'on peut aller voir, faire des essais avec 10 mètres par mètre cube, 15 mètres par mètre cube? Ça, je veux dire, ça serait 1000, 1500, puis ça serait 15 000 puis, mètres par mètre cube. Mais vous comprenez l'idée. Là, si on allait très élevé, est-ce qu'on aurait juste un effet négatif? Ce serait ça qui serait intéressant de voir. Puis, le dernier graphique ici, en bas à droite, lui, on parle de CF ratio, qui est le coarse on fine ratio. Donc, plus ce ratio est élevé, plus on a de racines grossières par rapport aux racines fines. Donc, pas seulement une quantité de racines, mais vraiment la population de racines, comment elle est? Est-ce qu'elle est plus grossière ou elle est plus fine? Quand on a des populations où est-ce qu'au fond, on va aller à gauche ici, on a plus de fines que de grossières, bien, dépendamment de la colonisation, si on a beaucoup ou pas beaucoup, on n'a pas les mêmes impacts sur notre taux de désorption. On peut voir que où est-ce qu'il y a beaucoup de colonisation, plus on a de racines, bien, plus on a de racines grossières, bien, plus notre taux de désorption augmente. Donc, c'est vraiment une question c'est les racines grossières qu'on a l'impression qu'ils font quelque chose dans le sol. Puis c'est ça qui est à prendre en considération ici. Fait que quand on parle de le taux de... la question, là, le taux de... pas de mort, là, mais c'est quoi le terme qu'on a utilisé? De décomposition. Décomposition, voilà. Le taux de décomposition des racines grossières, bien, c'est là qu'on vient qu'à se poser la question. Parce que ça ne veut pas dire que c'est juste on en a des racines grossières. C'est qu'en plus, il pourrait avoir un taux de décomposition qui ferait en sorte qu'on aurait des gros pores qui seraient laissés vides. Exact. C'est là qu'on s'en va. Fait que ça, c'est l'étape 2, là, comme on disait. C'est le deuxième. Plus de végétation, on peut essayer d'inclure. Puis on a plus d'échantillons aussi. Là, on peut voir qu'on n'a pas juste 9 points. Fait que c'est ça. C'est par là qu'on s'en va. Mais là, il reste des questions encore. Puis, parfait. Il faut faire avancer la science. Il faut qu'il reste des questions. Voilà. Il y en aura tout le temps. Exact. Donc, on a une autre question. Justement, est-ce que vous savez pour quelle raison la végétation a été contrôlée sur le site test? Donc, que les spécimens ont été coupés et tout? À cause qu'on était inquiets des racines. Pas nous, mais lorsque les couches ont été mises en place, on avait déjà, en arrière de la tête, c'était en 99, est-ce que les racines vont venir défaire ça? OK. Alors, on va faire en sorte qu'il n'y en aura pas, comme ça on est sûr que ça va être bien. Mais déjà là, on avait déjà l'idée ça serait intéressant, puis c'est Lim, c'est Lucat qui a fait ces travaux-là en 99. Et on avait déjà l'idée de peut-être un jour, il faudrait faire des analyses, voir, tester c'est quoi que les racines pourraient avoir comme impact. Et donc, il y a certaines zones qui ont été gardées avec la végétation. Donc, on a dit que ça, on va le laisser pousser. Le reste, on va essayer de le cleaner pour être sûr qu'on n'a pas d'impact parce que notre design ne prend pas en considération les racines. Fait qu'on va être sûr qu'il n'y aura pas de problème. On va le laisser de même, pas de végétation, on va voir. Puis là, avec le temps, avec les recherches, ça a l'air de ne pas être trop grave, juste 10 cm. Parce qu'il faut penser aussi, les racines, une fois qu'ils arrivent, ils ont 30 cm de couche de protection. Quand ils arrivent à la couche de rétention en eau, c'est une couche très, très fine, qui a beaucoup d'eau, difficile à creuser. Eux, tant qu'ils ont accès à l'eau, fait qu'il y a beaucoup, quand on enlevait la couche de protection, on avait beaucoup de racines qui, une fois qu'ils arrivaient à la couche de rétention, 90, puis ils partaient à l'horizontale. OK. Fait la végétation a l'air de ne pas trop vouloir coloniser ça. Okay. C'est difficile. Les racines secondaires faisaient le travail pour aller chercher un peu l'eau qui était c'est ça, exactement. Okay. Fait qu'il n'y avait pas nécessairement de grosses racines qui rentraient. Sauf que là, on n'a pas non plus de gros arbres matures. Là, encore, la dernière fois que je suis allé, en 2000. On avait peut-être... de l'onde qui pourrait être plus gros, mais on s'entend, l'onde, ça n'a pas des systèmes racinaires très, très profonds. On ne s'inquiétait pas avec ça. Là. Fait que, ça reste à voir. Par exemple, dans 20, 25, 50, 100 ans, ça serait à voir. À long terme, exact. Voilà. Parfait, merci. Donc, une autre question. Avec toutes ces informations, que peut-on dire de la DMA du site? DMA qui veut dire... drainage minier du site. C'est ce que j'allais dire. Voilà. Le site, Lorraine, c'est une pomme empoisonnée parce que ça a été laissé abandonné puis on avait une grosse production de drainage minier acide. C'était pas génial. Sauf qu'en même temps, ça a été très intéressant pour la recherche. Okay. Parce qu'on avait un site pas trop gros, gérable, pas trop loin. Il y a beaucoup de choses qui ont été faites. Il y a eu ça, il y a eu un drain calcaire, il y a eu des marécages aménagés, il y a eu plusieurs choses qui ont été installées pour voir est-ce que tu es ou non. Il y a eu un suivi qui a été fait. De ce que je me rappelle, ça va bien.
j'ai pas travaillé directement avec les effluents d'eau du site parce que, bon, je faisais sur vraiment la végétation sur la CEBC. Mais de ce que je me rappelle, on s'en est sorti avec quelque chose de bien. Puis, où est-ce que l'eau coulait, c'était un milieu qui était très, très basique. Fait que ça, même le temps qu'il n'y a personne qui s'en est occupé, ça n'a pas été si pire en termes de dommages. Fait que là, on est content que ça soit comme ça. Mais aujourd'hui, c'est de ce que je me rappelle, ça va bien. C'est pas... OK. Ouais. Est-ce que vous connaissez l'origine du site, justement? C'est quoi qu'il y avait C'était une ancienne mine or, argent, qui a été en opération dans les années 80, je pense. Donc, 96, c'est lorsque ça a été fermé ou... non, ça fait un bout de temps. Non, je pense que dès les années 80, ça l'a fermé. Mais c'est en 99 que le projet est démarré. Mais le ministère avait pris possession du site avant. Puis on s'est en discutant avec l'IRM, puis non, pas avec l'IRM, parce que l'IRM n'existait pas encore, mais avec l'UQAT l'UQAT existait. L'UQAT existait. 40 ans. Mais, voilà. Mais l'IRM n'existait pas, parce que l'IRM, c'est 2000... Officiellement, l'Institut a été créé en 2011. 2011, c'est ça. Donc, voilà. Fait que, non, l'IRM n'existait pas, mais voilà, c'était ça la chose. Fait que, on a produit ça, on a fait ces travaux-là bien après que la mine est fermée. OK. C'est un peu ça aussi, les sites orphelins qui ont été laissés exact. Il y en a quand même beaucoup au Québec, un peu partout. Exact. Donc, vous êtes diplômé de l'UQAT récemment. Oui. Est-ce qu'il y a une raison qui fait que ce sujet de recherche vous interpellait pour votre doctorat? Oui, bien, à cause de mon cheminement avec mon background en biologie, où est-ce que, j'avais évolué là-dedans, puis j'avais pas nécessairement touché au domaine minier, pas du tout même. Okay. Durant ma maîtrise, j'ai fait un projet avec le MRN sur l'ancien site Calumet, qui était un autre site abandonné. Puis, avoir, moi, mes idées, puis comment, qu'est-ce qui pourrait être fait. Puis, j'avais trouvé ça super intéressant de voir, c'était principalement sur les méthodes passives, par exemple. Puis, je trouvais ça super intéressant. Puis, quand ce projet-là est arrivé devant moi, j'en ai dit, moi, doctorat, j'ai commencé à parler. Puis Marie Goutani, qui était le fer de lance de ce projet-là, elle me l'a présenté. Puis je suis dit, ça a l'air intéressant. Puis là, d'imaginer, essayer justement de combiner les deux mondes de l'ingénierie minière, le végétal, pour voir qu'est-ce qu'il pourrait avoir comme impact. C'est tellement lié, tu sais. C'est ça, sauf qu'on ne le voit pas beaucoup comme ça, parce que dans la gestion d'un site minier ou même d'un parc à résidus, bien, la végétation vient à la fin un peu comme du crémage. On a fini, là, le gâteau est fini. Puis là, on va mettre ça, OK, là, c'est bon. On va saupoudrer. On va saupoudrer. Aujourd'hui, c'est moins vrai parce que, justement, il y a beaucoup de projets qui ont été faits, puis que là, on comprend que c'est important de l'intégrer. Mais à ce moment-là, moi, quand on m'a apporté le projet, j'ai fait, Colin, j'y avais pas pensé. T'sais. Fait que non, j'ai trouvé ça intéressant de me lancer là-dedans, puis c'est toute une aventure. Oui, vous avez aimé votre expérience avec les professeurs qui, on le répète, sont reconnus à l'international. Absolument. Oui. On peut pas trouver mieux. on entend des histoires d'autres étudiants, dans d'autres. On dit, on est chanceux. On est bien à l'UQAT. On est bien à l'UQAT, oui. Parfait, merci. Donc, on aurait le temps encore pour quelques questions, si jamais vous avez une question. Sinon, j'en profite justement pour vous dire que si jamais, à la fin du webinaire, vous avez d'autres questions, vous pouvez toujours nous écrire à l'adresse qui apparaît à l'écran. L'enregistrement sera également envoyé à l'ensemble des participants inscrits au webinaire et une attestation de présence peut vous être envoyée sur demande. Donc, je vérifie une dernière fois si nous avons une petite question. Nous n'avons pas de questions. Alors voilà, je poursuis. Bien, si vous avez... Oui, vous pouvez je vois qu'on a un peu de temps. Oui. C'est une petite chose pas vendre mon punch, voilà. Oui, que je mentionne une fois de temps en temps quand je discute avec soit mes collègues ou d'autres personnes qui n'ont pas nécessairement travaillé directement avec la végétation. Moi, je trouve ça intéressant. Si vous trouvez ça pas intéressant, dites-moi-le, on passera à d'autres choses. Là. Mais c'est une question que je me suis posée quand j'étais jeune. Puis maintenant, je me suis dit, comment que l'eau dans une plante peut se rendre jusqu'en haut? Tu sais, on regarde un arbre, comment qu'elle fait? Puis, ce concept-là, pour moi, puis si ça va, j'irai rapidement oui, il n'y a pas de par-dessus. souci. Parfait. Donc, la végétation dans le sol. On a un gradient osmotique entre l'eau qu'il y a dans le sol puis l'eau intracellulaire, donc dans notre végétation. Si on regarde ici, on voit que comme nos cellules sont plus saturées en sel,
sont plus concentrées, l'eau va avoir tendance à vouloir entrer dans nos cellules. Ce qui va créer une pression de turgescence qu'on appelle. Donc, c'est la quantité d'eau qu'il y a dans chaque cellule. Cette pression-là fait en sorte que les cellules de nos racines sont gorgées d'eau. En même temps, à la cime des plantes ou à la cime des arbres, on a de l'évapotranspiration. Donc, on a des molécules d'eau qui vont partir à cause de la transpiration et puis du soleil, qui va faire en sorte que la quantité d'eau dans les cellules de nos feuilles va diminuer. Et donc, la pression de turgescence, comme on mentionnait tantôt, va être plus basse. Et donc, automatiquement, simplement, on a un gradient de pression entre le bas et le haut de notre plante, où est-ce que l'eau dans les cellules, dans les racines, est prête à vouloir sortir, puis l'eau dans nos feuilles est comme en manque, et donc on a une colonne d'eau qui part de nos racines jusqu'à la plante, puis c'est simplement cette différence de pression-là qui fait en sorte que l'eau peut monter jusqu'en haut, être siphonnée jusqu'en haut. Puis voilà. Tantôt, normalement, je le fais dans la présentation, mais là, je suis un peu stressé pour le temps, puis tout, fait que là, j'ai skippé. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Merci pour le complément d'information. Donc, merci beaucoup pour votre présentation. Et je vais aller à la fin de la présentation. Il n'y a pas de souci, on a les outils technologiques là, pour y arriver. Dans le fond, ce que je souhaite, c'est vous inviter au prochain webinaire qui va être le 7 décembre avec la professeure titulaire Lisanne Chen. Alors, je vous remercie beaucoup de votre participation et nous avons aussi des webinaires prévus cet hiver. Alors, je vous invite à aller sur notre site web pour vous inscrire dès maintenant. Alors voilà, je vous souhaite une très belle journée.